L'idiot utile. Exactement, c'est Lénine, je crois. Mais oui, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, je l'ai écrit dans la préface de cet ouvrage. J'ai eu l'impression d'être un idiot utile. Et au fond, avec le recul, je me suis dit, j'aurais déjà dû voir ça lors de ma première prise de position politique. C'était même avant ce livre sur la question. C'était en 1967. Quelques jours avant la guerre de 67, j'avais été invité par l'Union générale des étudiants palestiniens à Paris et j'apportais un message du Matzpe, d'un mouvement d'extrême gauche israélien, qui expliquait qu'ils étaient antisionistes et qu'ils sympathisaient avec la cause palestinienne. Et avec le recul, je me suis dit, mais en fait, comment se fait-il que personne, après m'avoir écouté, n'a posé une question, qui sont ces gens du Matzpe, comment les rencontrer, quels sont les contacts qu'on peut avoir avec eux. Ils s'en fichaient. La seule chose qui les intéressait, d'ailleurs, à l'époque, c'est quand est-ce qu'on va attaquer Israël, puisqu'ils étaient tous branchés sur leur radio. Et en fait, j'aurais dû me rendre compte à ce moment-là que ma position anti-israélienne servait uniquement comme un paravent pour des choses beaucoup plus sinistres. Est-ce que 45 ans après, quelque chose a changé? C'est chez ces gens-là qui, tout ce qui les intéresse, c'est avoir des arguments anti-israéliens, pas de discuter. Je crois que c'est malheureusement le cas de la grande majorité, effectivement. Et c'est très attristant, et je le vois en particulier maintenant dans ce qu'on appelle le printemps arabe, et qui commence de plus en plus à ressembler à un hiver arabe, où en fait on se rend compte que l'anti-israélisme démentiel est totalement à côté des questions qui se posent, et le thème le plus mobilisateur. On va parler maintenant de ce que ce livre nous apprend. Quelle a été votre démarche de chercheur? Bon, je me suis documenté, au fond je me documente depuis plus de 50 ans sur la question, donc j'ai des archives assez riches, pas des archives, je dirais, particulièrement difficiles à obtenir. Si on cherche, on trouve. Si on cherche, on trouve précisément. J'ai aussi beaucoup utilisé les historiens israéliens, notamment les nouveaux historiens. Il ne faut pas tous les mettre sur le même plan. Certains Ils ont une image assez... Oui, douteuse, mais c'est parce qu'on généralise et qu'on les met tous sur le même plan. Il y en a qui sont excellents, comme Benny Morris. Il y en a d'autres qui ont mal évolué. Mais dans l'ensemble, leur démarche qui est de regarder l'histoire sans tabou est une démarche saine. Et c'est ce qu'il faut faire. Et il faudrait même espérer que ça se fasse dans l'autre sens, ce qui est presque jamais le cas. Donc l'histoire, en ce titre, c'est 1882-1948. Mais vous commencez l'histoire, bien évidemment, vous parlez de l'histoire de cette terre bien avant. Oui, ce que j'ai voulu d'abord voir, c'est ce qu'était la Terre Sainte au XIXe siècle. Et alors, la première constatation, c'est que la notion de Palestine n'existe pas. Et encore moins de Palestiniens. Et encore moins de Palestiniens. Et avec le recul, je me dis même, il y a quelque chose de très curieux. C'est qu'en fait, Napoléon a été chassé du Proche-Orient, et notamment de Palestine, par le pacha d'Acre, qu'on appelait Ahmed El-Jazar, ça veut dire le boucher, tellement il était sanglant, mais c'est tout de même une belle victoire d'avoir flanqué Napoléon à la porte, c'est pas n'importe qui. On aurait pu croire que ça donnerait naissance à un courant national palestinien, de la même façon que la guerre contre les armées françaises en Allemagne, après la Révolution française, a stimulé le nationalisme allemand naissant. Mais c'est justement pas le cas. Le sentiment national sur place était un sentiment en fait pro-islamique. Et c'était en fait très tribal. Il y avait des sortes de chefs de tribu qui étaient à Hebron, qui étaient à Tzfat. Oui, mais il n'y avait pas d'unité palestinienne. Il y avait tout au plus un intérêt pour la culture arabe. Il y a une renaissance arabe à ce moment-là sur le plan culturel, c'est exact. Mais sur le plan politique, en gros, on était pour, je dirais, une adaptation du régime turc ottoman dans le sens d'une décentralisation. D'ailleurs, le parti principal arabe s'appelait Parti de la décentralisation. Et on voit que le 19e siècle, et on verra que le 20e aussi, ça a été une période de très forte immigration arabe vers cette région, des Arabes qui sont venus d'Algérie, de Maroc, de Soudan, d'Égypte, bien sûr. Il y a une immigration qui se fait... Même des Balkans. En fait, l'immigration, pour une raison très simple, c'est que la Palestine est un endroit plus ou moins délaissé au XVIIIe siècle. Le meilleur exemple, c'est le port de Haïfa, qui était occupé par des Maltais, des pirates maltais, à partir de 1830 surtout, d'abord avec l'occupation égyptienne de Mehmet Ali, et ensuite par la reprise en main par les Turcs, il y a, disons, une sécurisation du pays qui se fait. On chasse
Les groupes de bandits contrôlent plus ou moins les bédouins qui étaient parfois à la limite du banditisme eux-mêmes, et il y a une renaissance économique, surtout après la guerre de Crimée. Le résultat, c'est qu'effectivement, il y a une économie qui se développe, et dans cette économie, il faut dire que le rôle principal est joué par les minorités, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs. Ça mène d'ailleurs les chrétiens à des attitudes assez antisémites par rivalité commerciale. Les juifs, mais pas n'importe quel juif, il y a plusieurs communautés juives en Palestine à l'époque, et ce sont les séfarades qui sont en fait les plus dynamiques. Les ashkénazes étaient généralement composés, les communautés, uniquement d'étudiants talmudiques et rabbiniques qui vivaient en fait grâce à la charité de la diaspora. Et point de vue administratif, aussi, la région était partagée par l'Empire ottoman et il n'y avait pas de province palestinienne. Il n'y avait pas de province. Et en fait, les Palestiniens, d'après Rodinson, qui est un spécialiste de la question et qu'on ne peut pas soupçonner de manquer de sympathie pour la cause palestinienne, mais Maxime Rodinson disait, en fait, ils se sentaient syriens. Leur identité, c'est Balad al-Shams, qui veut dire la Syrie, le pays de Syrie. On arrive à cette histoire qu'on connaît tous du Mufti de Jérusalem qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, est parti à Berlin, il a vécu à Berlin, il a été financé par le régime nazi. Est-ce qu'il avait la légitimité pour être mufti? Est-ce qu'un mufti à Jérusalem, ça existait avant lui? Ah ben, il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, le mufti a son parcours. Il commence par s'engager comme volontaire dans l'armée ottomane, il n'est pas encore mufti à l'époque. Mais c'est intéressant, les Turcs étaient les oppresseurs. Il sera le premier à le dire 3 ans plus tard, mais il se bat, comme le fera d'ailleurs Qassem, le dirigeant de Guerrillero, et les brigades de terroristes du Hamas s'appellent Brigade Qassem en souvenir de lui. Il fait la même chose. Lui aussi s'engage comme volontaire dans l'armée ottomane. Et puis, il faut dire que Ben Gurion, à cette époque, voulait aussi créer une légion juive du côté ottoman. Lui, c'était pas évidemment par, je dirais, fidélité à la cause islamique, c'est pas parce que le sultan est le commandant des croyants, et il le faisait parce qu'il espérait que, de cette manière-là, la Turquie appuierait la cause sioniste. Il avait une connaissance, il connaissait Istanbul très bien. Il connaissait le turc, c'est très curieux. Ben Gurion n'a jamais voulu apprendre l'arabe. Mais il a étudié à Istanbul. Mais il a étudié à Istanbul et il parlait parfaitement le turc. D'ailleurs, il s'est adressé en 1920 environ à une réunion arabe, il s'est adressé en turc, ça n'a pas eu beaucoup de succès, et comme je disais, il n'a jamais fait l'effort d'apprendre l'arabe. Alors, voilà le Mufti en 14, et puis en 1917, il tourne kazakh, et il soutient les Britanniques, et il se fait même agent recruteur pour l'armée de Faisal, et il prétend avoir engagé 2000 personnes à lui tout seul en Palestine. Il a sans doute exagéré un peu, mais le rôle qu'il a joué, le fait qu'il travaillait pour les services secrets britanniques n'est pas contesté. Donc le Mufti à ce moment-là devient pro-britannique. Il faut donc pas que les Palestiniens nous disent que c'est les sionistes qui ont introduit les Britanniques en Palestine. Ils sont co-auteurs. Et en fait, là, il y a quelque chose, je crois, de très important. C'est que le nationalisme palestinien est beaucoup plus ancien qu'on veut bien le dire. Je viens de dire qu'il n'existait pas au 19e siècle, mais il existe à partir du début du 20e. On peut même fixer une date. 1908, l'année où est créé un journal qui s'appelle Falastine, ça veut dire Palestine, et ce seul mot, ce seul titre en lui-même est un programme. C'était en réaction aussi à la présence sioniste de plus en plus marquée. C'était déjà l'embryon de la création de Tel Aviv, et il y avait déjà beaucoup de kibbutzim. Oui. Le KKL faisait son œuvre. Non, l'important c'est que le nationalisme palestinien est un nationalisme réflexe. Il naît comme réaction à un autre nationalisme qui est le nationalisme israélien naissant, ou si on veut sioniste ou nationalisme, la nation israélienne est en formation par l'hébraïsation. Et c'est quelque chose qui est perçu. Il y a un article de 1910 du vice-gouverneur on appelle ça Kaymakam en turc, vice-gouverneur de Nazareth, oui c'est bien ça, qui dit très clairement, ils ont leurs propres écoles, ils ont leurs propres banques, ils ont leurs propres services postaux, ils ont une autodéfense, bref, ils s'organisent entre eux, et c'est ça qui est insupportable, et ça renvoie à quelque chose de plus large, c'est pas
simplement les Juifs qui s'organisent. Il y a le fait qu'au Proche-Orient, dans le monde arabo-musulman, on ne supporte pas que s'organise une communauté ethnique différente. Ce n'est pas par hasard que les Arméniens ont été exterminés, ce n'est pas par hasard que les Grecs ont été expulsés, ce n'est pas par hasard qu'on ne supporte pas les Coptes aujourd'hui. C'est toujours c'est cette même réaction qui joue vis-à-vis des Juifs. Et c'est ça la naissance du mouvement palestinien. Ça joue même aujourd'hui, puisque avec l'arrivée d'Arafat dans l'époque moderne, en 94, quand il est arrivé à Bethléem, 60% de la population était chrétienne. Aujourd'hui, il y a moins de 10% qui est alors que les chrétiens, c'était des Palestiniens chrétiens. Absolument. Il y a une émigration constante des chrétiens, et pas uniquement pour des raisons économiques, comme on le dit parfois. Pour revenir à ce début du XXe siècle, la réaction arabe, c'était aussi la réaction face à l'achat des terres, parce qu'il faut savoir que les Juifs, en arrivant, chaque dunam de terre a été acheté. Oui. Et qui vendait aux Juifs? Les propriétaires arabes, Et bien qui entendu. étaient ces propriétaires? Au départ, surtout des grands propriétaires, donc les grandes familles, les clans. Qui jouaient un double jeu. Vous expliquez très bien dans le livre. D'un côté, ils proclamaient haut et fort qu'il faut surtout pas vendre des terres, et de l'autre côté, Ils n'ont jamais cessé de vendre. Il y a bien eu des tentatives, notamment un dirigeant palestinien qui voulait créer un fonds national arabe palestinien, un peu comme le KKL. Exactement l'image même du KKL, pour la même idée, c'est d'avoir des terres dont l'avenir serait assuré qu'il resterait des terres arabes. Mais ça n'a jamais eu de succès, c'est ce qui est significatif. On n'a pas fini avec le grand moufti de Jérusalem. Comment il est devenu moufti? Eh bien, justement, il a été moufti. Eh bien, c'est assez curieux. C'est une histoire bizarre. Donc, en 1917, c'est le grand ami des Britanniques, il le reste. Il a une attitude très ambiguë lorsqu'en 1919, Faisal, qui est donc le dirigeant du mouvement qu'on dit à l'époque syrien, mais qui englobe les Palestiniens. Les Palestiniens, à ce moment-là, disaient « Nous sommes les Syriens du Sud ». Faisal signe en 1919 un accord avec Weizmann, où il dit « Moi, comme dirigeant national arabe, je dis « Vive le sionisme, nous le soutenons, c'est une bonne idée ». À ce moment-là, le moufti et les autres dirigeants arabes palestiniens se taisent pendant plusieurs mois. Ils ne disent rien, ce qui est aussi une prise de position, puisque qui ne dit mot consent. Après, évidemment, ils vont combattre très durement. Et alors, le moufti change de position en 1921. Il avait sans doute espéré obtenir autre chose des Britanniques. Il joue un rôle qui est discuté, mais il semble bien qu'il ait été le principal à exciter la foule dans ce qui devient un véritable pogrom à Jérusalem en 1920, au cri de « Al Yahoudna Kalabna, les Juifs sont nos chiens ». Et ça renvoie au fait qu'au XIXe siècle, chrétiens et juifs, on les traitait de chiens, et quand on les rencontrait en rue, on disait « Chien, mets-toi à ma gauche ». La droite, c'est le côté noble, donc le minoritaire devait se mettre à gauche. Et c'est ça qu'on entend en 1920, pogrom, et à ce moment-là, le moufti est en fait poursuivi, mais il s'échappe en Transjordanie, et alors le haut-commissaire, Sir Herbert Samuel, croit habile de le ramener pour avoir, disons, assuré une présence britannique qui se déroule dans le calme et sans trop de friction, et de le nommer moufti, mais il le nomme grand moufti, une fonction qui n'existait pas auparavant. Avant, il y avait simplement un moufti, il le nomme grand moufti en trichant, puisqu'en fait, on avait d'abord organisé les élections selon la tradition ottomane, et il fallait nommer un des trois candidat qui avait recueilli le plus de voix. Or, le moufti vient en 4e position. Alors les Anglais font pression sur le numéro 3 pour qu'il se désiste, et comme ça ils ont réussi à le nommer, mais donc par la Il n'avait pas les qualifications non Et il n'avait plus. pas les qualifications non plus, il n'a jamais achevé ses études à Al-Azhar, il n'avait donc aucune compétence particulière sur le plan religieux. Il est nommé, mais il appartenait à une famille qui traditionnellement nommait les mouftis, notamment son demi-frère avait été moufti avant lui, et c'est son décès inopiné qui a fait qu'il a fallu en nommer un nouveau. Non seulement les Britanniques le nomment grand moufti, donc fonction qui n'existait pas auparavant, parce qu'apparemment s'il y avait un grand moufti, c'était le grand moufti des royaumes ottomans à Istanbul, mais deuxièmement, lui donne
le pouvoir absolu sur tous les tribunaux religieux de la charia et sur tous les biens, surtout, il y a les biens donc des fondations religieuses, les biens Awqaf, les Waqf, ou les biens Rabou, comme on disait en Afrique du Nord, et il contrôle tout ça sans la moindre intervention britannique. C'est-à-dire qu'il a un pouvoir économique considérable. Économique et politique. Politique aussi. Il a des centaines de personnes sous ses ordres. Et il peut nommer, il nomme... Il nomme et surtout il destitue qui veut. Et tout ça s'est fait dans l'intérêt de son propre clan, les Husseini. Donc ensuite, quand on verra les pogroms des années 30, et ensuite la Shoah, à partir de 41, il part à Berlin. Non, il part d'abord, puis après il a été à Bagdad. D'abord à Bagdad, où il essaie de créer un clan pro-allemand. Alors, il y a un argument qu'on entend très fort sortir aujourd'hui, et même ce qui m'a un peu attristé de la part d'un bon historien, qui est Henri Laurence, qui dit c'était purement de l'opportunisme politique. Il faut être clair là. Je suis d'accord qu'on a pu voir dans certains pays européens qu'on prenait des attitudes favorables à l'Allemagne sans être réellement nazis, mais par opportunisme politique. La Finlande est un bon exemple. Le gouvernement finlandais, parce qu'il avait été envahi par l'Union soviétique, a fait alliance avec les Allemands jusqu'à un certain point, mais n'a jamais accepté d'adopter la doctrine nazie ou de persécuter un seul juif. Mais le Moufti, c'est tout autre chose. Il s'installe à Berlin, alors qu'en fait, au départ, il devait se trouver en Italie. Volontairement, il va à Berlin, il se fait verser des sommes colossales. J'ai retrouvé les chiffres, c'est pas croyable, les montants qu'il recevait. Et à la radio allemande, toute sa vie, des Anglais, que ce soit les Anglais ou les nazis, il a reçu énormément d'argent toute sa vie. Et après, c'était la conférence islamique mondiale aussi, où il a succédé, et il a toujours veiller à ses propres intérêts, mais à la radio allemande, il mène une propagande purement antisémite. Elle va bien au-delà d'antisionisme. Il demande qu'on extermine les juifs dans les pays arabes. Ça n'a rien à voir avec le sionisme. Vous rappelez que dans les pays arabes, en 48, il y avait 900 000 juifs dans tous les pays arabes. Il reste 4 500 aujourd'hui. Oui, 1,5%. Ce qui veut dire beaucoup de choses. Et là, ça nous amène à un autre chapitre de votre livre, qui est le nettoyage ethnique. Mais le nettoyage ethnique dont on ne parle pas. Ethniquement, on a nettoyé des terres où des juifs étaient présents depuis bien avant l'islam. Il faut commencer, je crois, en 1920. La première fois qu'il est question de réfugiés en Palestine, c'est en 1921, lorsque 2000 juifs sont chassés de Jaffa lors d'une émeute et doivent se réfugier sous tente à Tel Aviv. Ça, c'est des réfugiés palestiniens, mais ils sont juifs, ceux-là. C'était les premiers. C'était parce que c'était des communistes qui faisaient une manifestation pour à l'occasion du 1er mai. C'est la manifestation communiste qui a été le prétexte pour une émeute. Donc, il y a une ségrégation qui s'institue, au fond déjà une partition avant la lettre qui se dessine, mais qui est due uniquement au fait qu'il y a cette haine anti-juive qu'on sent monter de plus en plus. Et le meilleur exemple sera à Hebron, où il y a eu un massacre de la communauté et où toute la communauté est partie après ça. Il n'y a plus de juifs à Hebron depuis lors. Où il y avait une vieille communauté qui était... Une vieille communauté, ce qui est beaucoup plus... Avec des Lubavitch qui ont fait... Pas seulement Lubavitch, mais il y avait des Lubavitch qui sont arrivés là-bas au XVIIIe siècle. Oui. Et non seulement cela, mais il faut savoir que ces juifs ultra-religieux n'étaient pas sionistes et même anti-sionistes. La même chose... Mais ils étaient juifs. Oui, mais on peut déjà faire la remarque d'ailleurs pour Jérusalem en 1920, l'émeute est aussi dirigée là contre les juifs religieux pour une raison très simple, c'est qu'ils n'ont pas d'autodéfense, ceux-là. C'est facile de les attaquer. Nathan Weistock, c'est vraiment un livre à voir. Si vous avez des enfants à la maison, il faut avoir ce livre. On trouve des références sur tous les événements qui nous ont amenés à ce qui se passe aujourd'hui. Nathan Weistock, Terre promise, trop promise, chez Odile Jacob. Nathan Weistock, on va se revoir très bientôt sur Radio J. Merci. Au revoir. Radio J, 94.8.